Salut à tous, on continue notre cours d'ingénierie des fondations. On va essayer de terminer le chapitre numéro 2 avec cette vidéo-là. Et prochainement, on va attaquer le chapitre sur les fondations peu profondes, sur les fondations superficielles. Ok? Donc, on avait fait tous ces points-là de 1 jusqu'à 11 et je pense qu'on avait même ajouté des, des essais sur les roches, sur les rocs. Et on va terminer aujourd'hui juste avec des petites choses là. Observation de la nappe phréatique, comment vous allez déterminer le niveau de l'eau dans le sol, préparation du journaux de forage, parce que quand vous faites le forage, il faudra écrire à quelque part qu'est-ce que vous avez trouvé dans le forage et tout ça. Et après ça, comment écrire les rapports. Parce que si vous faites les essais in situ, si vous faites l'exploration sur le terrain, après, il faut donner un rapport. Il faut déterminer, euh, j'allais dire, faire un document pour dire voici ce que vous avez fait les rapports et voici les résultats. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir à peu près ici. Donc, on part avec l'observation de la nappe phréatique. Donc, on utilise ce genre d'appareil-là, les piézomètres. Il y en a plusieurs types. Ça, c'est le type des Casagrande. Donc, ici, c'est écrit sable, filtre pour le pied de l'appareil et la bentonite, du ciment mélangé avec de l'eau. Voilà. Et ça, c'est le tuyau et les niveaux d'eau qui seront mesurés. OK? Donc, si vous faites votre forage, vous pouvez mesurer le niveau de l'eau. Donc, une nappe phréatique qui est à proximité de la surface va forcément impacter les fondations considérablement. Ça va affecter la capacité portante de votre fondation, ça va affecter les tassements, ça va affecter d'autres performances. OK? Donc, il faut faire attention, il faut aller vite savoir quel est le niveau de l'eau. Voilà. Étant donné que le niveau de l'eau dans le sol peut changer selon les saisons, il y a d'autres pays où on a une saison pluvieuse, une saison sèche. Donc, il faut savoir les niveaux les plus élevés et les niveaux les moins élevés, les plus bas possibles pendant la durée de vie de votre projet. OK? Voilà. Donc, il faudra savoir que à cette période-là, on a ces niveaux, cette période, voici les niveaux qu'on a. Donc, si l'eau maintenant est trouvée dans un forage, c'est-à-dire vous faites le trou du forage et puis vous voyez qu'il y a, il y a de l'eau. Donc, vous pouvez noter ça et vous devez documenter ça. Vous devez documenter cela. OK? Donc, vous pouvez mesurer si c'est un sol où la conductivité hydraulique, c'est-à-dire la perméabilité est élevée. Le niveau de l'eau dans votre forage là va se stabiliser généralement autour de 24 heures. Voilà, après la fin du forage. Mais pour d'autres sols, par exemple l'argile, vous allez voir que le niveau de l'eau va prendre du temps avant d'être stable dans votre forage. Donc, il faudra revenir peut-être quelques semaines après pour avoir le niveau exact. OK? Donc, la profondeur de la nappe phréatique donc, peut ensuite être mesurée, comme je l'ai dit. Donc, en faisant juste, vous abaissez un ruban dans le trou du forage pour savoir voilà, à peu près quelle mesure. Vous pouvez utiliser 1 mètre. Donc, dans les couches qui sont hautement perméables, là, le niveau d'eau de forage, ça peut prendre hautement imperméable, hein. C'est-à-dire si, par exemple, de l'argile, souvent ça peut prendre des semaines avant que vous obtenez le niveau stable. OK? Donc,
Pour avoir une mesure précise, donc, on utilise les piezométres comme ça. OK? Donc, souvent, c'est à peu près ça qu'utilise le pisocone. Et l'essai de pénétration au cône, là, il y a, il y a des pisocones, donc CPTU, qui vous donne directement le niveau de l'eau. Mais si vous faites forage, vous utilisez cet appareil-là, les pigeomètres-là, pour avoir le niveau de l'eau à n'importe quel moment. Donc, vous mesurez pendant, souvent, c'est des semaines pour avoir le niveau RIC. OK? Donc, ces pigeomètres-là, constitués de pierres poreuses, par exemple, ici, on a ça, pierres poreuses d'un tuyau perforé, parce qu'il faut que l'eau rentre dans les tuyaux pour pouvoir mesurer le niveau. OK? Un tube vertical attaché. Donc, le tube là que vous voyez là. Donc, peut être installé. Donc, c'est la figure qui montre ça. Donc, il faut une surveillance périodique des, des piezométres là, jusqu'à le niveau d'eau se stabilise. OK? On passe maintenant aux préparations des journaux de forage. Donc, quand vous avez fini vos forages là, chaque forage, hein, quand vous finissez chaque forage, il faut faire quelque chose pour noter, voici ce que vous avez noté, ce forage. Donc, les informations détaillées de chaque forage sont compilées dans un journal de forage graphique. Souvent, vous devez dessiner. Donc, au fur et à mesure que votre forage progresse là, le forage, c'est lui qui est en charge des travaux, doit enregistrer généralement les éléments dans les journaux, dans les journaux. Les éléments suivants sont recommandés. Vous écrivez le nom et l'adresse de l'entreprise du forage. Vous devez écrire le nom du foreur, décrire le numéro du poste, description et numéro du poste, et nombre, type et emplacement de forage. OK? Date de forage et la stratification du sous-sol. Vous devez savoir à telle profondeur, vous avez tel type de sol, pour chaque profondeur. OK? Donc, vous pouvez obtenir ça en observant le sol qui sort du trou du forage. Vous pouvez dire, ah, ici là, on a tel sol, ici là, on a tel sol. Donc, vous pouvez savoir telle profondeur, vous avez tel type de sol, telle profondeur, tel type de sol. OK? Voilà, on a vu plusieurs types de- d'appareils qui permettent de prendre des échantillons du sol pendant le forage. OK? Élévation de la nappe phréatique, vous devez noter ça. Date d'observation, parce on a vu que quand le sol n'est pas trop perméable, souvent ça prend des semaines pour que le niveau de l'eau se stabilise. Donc, vous devez noter les niveaux et la date d'observation de ces niveaux. Vous devez aussi noter la résistance que vous avez obtenue pendant les tests de pénétration standard ou n'importe quel test de pénétration d'ailleurs, ok, pour chaque profondeur. Ok. Le nombre, type, profondeur des échantillons que vous avez prélevés. Et pour chaque type de sol, par exemple, vous pouvez prélever plusieurs échantillons. OK? En cas de carottage de roche, par exemple, on a vu que dans la vidéo précédente, si vous rencontrez une roche sur le terrain, vous devez forcément prendre des échantillons pour pouvoir savoir l'effet de cette roche-là sur les fondations. OK? Donc, si vous avez des échantillons de roche que vous avez prélevés sur le terrain, OK? Le type de carotté utilisé, vous devez noter ça pour chaque passage, la longueur réelle du carottage et la longueur de récupération. On a parlé de ça précédemment. Et les RQD, c'est Rock Quality Design, c'est-à-dire la qualité du design, du dimensionnement, ben, de conception de la roche. OK. Donc, une fois les tests au labo terminés, parce que vous ne pouvez pas compléter le journal du forage tant que vous n'avez pas les tests du labo.
C'est pas tout vous pouvez faire sur le terrain. Donc, ce que vous avez sur le terrain là, vous prenez, vous mettez ensemble avec les tests au labo. Par exemple, et les limites d'Attenberg, par exemple, ok, la granulométrie, tout ça là, surtout les limites d'Attenberg. Vous pouvez pas avoir ça sur le terrain. Il faut aller au labo d'abord. Donc, une fois que les tests au labo sont terminés, donc, vous, en tant que géotechnicien, vous devez compiler un journal de forage terminé pour intégrer tout, ok? Ce que vous avez eu sur le terrain et les résultats au labo, vous mettez tout ensemble. Et c'est ça qui va faire maintenant votre journal de forage, ok? Voici un exemple, journal de forage. Donc, ici, là, on a, à gauche, nous avons des types de sols, ok? Là, vous avez la profondeur. Là, vous avez le, le nombre d'échantillons pour chaque sol, ou bien le nom même de l'échantillon. Là, vous avez les N value, la valeur de N des tests de pénétration standard. Là, vous avez la teneur en eau que vous avez probablement obtenue à partir du labo. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut combiner les deux. Là, vous avez les limites d'Attenberg, par exemple. Ok. Donc, le niveau de l'eau aussi est présenté, hein. Donc, vous voyez, souvent, il y a d'autres qui dessinent ici, qui montrent là, des caractères pour changer. Mais là, vous voyez qu'à à la surface, nous avons de l'argile. Ok. Là, on a des limons sableux à cette profondeur. Vous voyez les profondeurs, non? De là à là. Là, maintenant, on a de l'argile limoneux. Ok. Vous voyez les noms des sols. Ok. SM, ML, SP. Ça, c'est du sable avec des graviers. Du sable. Donc, la fin du forage, c'est à 8 mètres. Voilà. Donc, un exemple. OK? J'espère que... Donc, c'est ça on appelle donc journaux du forage. Là, on va passer au troisième et dernière partie de cette vidéo et qui met fin à ce chapitre en même temps. Donc, c'est rapport d'exploration. Donc, quand vous avez fini tout, pour faire le rapport, il faut écrire un rapport et puis déposer. Ou bien, donc, une fois le programme d'exploration terminé là, les échantillons du sol et des roches collectés sont inspectés visuellement et soumis aux tests de laboratoire nécessaires, non? C'est ce qu'on a dit, non? Voilà. Une fois toutes les données compilées, un rapport d'exploration du sol est préparé. Vous devez préparer en tant qu'ingénieur géotechnicien, préparer tout. Cela va servir une fois à l'équipe de conception, mais aussi comme référence pour des constructions futures. Donc, dans le futur, si vous voulez construire à côté là-bas, vous avez déjà un rapport. Ou bien s'il y a une construction dans les parages, vous avez déjà un rapport. Voilà. Donc, bien que la structure là, du rapport puisse varier, ça veut dire que les rapports de forage et de, de l'exploration du sol, terrain là, ça peut varier d'une entreprise à une autre, d'une personne, d'un ingénieur à un autre. Mais il y a quand même des éléments essentiels qui doivent être reflétés dans les rapports. Nous avons une description de la portée de l'enquête. Ok. Il faut décrire quand même l'enquête un peu, genre comme une introduction, quoi. Et là, vous ajoutez une description de la structure proposée, ok, pour laquelle l'exploration du sous-sol a été effectuée. C'est quelle entreprise? Ok. Genre, juste bref, une description. Une description de l'emplacement du site. Où est-ce que le site là est situé? Ok? Y compris je pense qu'on avait parlé de ça au début du chapitre, les structures environnantes, l'environnement du site. Qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les, les difficultés? Voilà. Tout ce qui est autour, il faut décrire un peu.
la nature de la végétation sur les sites et ses environs. Voilà, toute autre caractéristique propre au site, là, vous devez citer. Donc, une description du cadre géologique du site, vous devez écrire ça aussi. Vous devez aussi faire un détail sur l'exploration sur le terrain, c'est-à-dire le nombre de forages que vous avez eu à faire, la profondeur des forages, les types de forages concernés. Vous devez mettre ça aussi. Aussi, vous devez donner une description générale des conditions du sol. Par exemple, déterminer les conditions déterminées à partir des échantillons du sol, là, des essais au labo, tout ça. La résistance de pénétration standard, pénétration au cône, tout ce que vous avez eu à faire, vous devez décrire ça. C'est-à-dire ce que vous avez fait sur le terrain et au labo aussi. OK? Tout ce qui est description, vous devez donner. Et vous devez donner une description des conditions de la nappe phréatique. Voilà. La nappe phréatique, où est le niveau de la nappe. Et des recommandations. Une fois que vous avez tout ça, là, vous devez essayer de recommander des types de fondations. La profondeur des fondations. OK? Vous devez donner toutes les spécifications nécessaires. Procédure de conception des fondations. Tout ça, là, vous devez mettre dans un rapport avant de soumettre pour montrer que votre travail est bien fait. Même la capacité portante, c'est-à-dire la pression portante admissible. Voilà. Ça, avec ça, que l'ingénieur de structure peut prendre et puis dimensionner les fondations en béton armé. OK? Vous devez donner, parce qu'à chaque profondeur, vous savez, telle profondeur là, vous avez ça, telle profondeur, vous avez cette contrainte, telle profondeur, vous avez cette contrainte. Donc, vous pouvez dire à l'ingénieur structure là, voilà, mettez les fondations à cette profondeur et à cette profondeur, voici la contrainte qui est. Et vous suggérez de mettre les fondations superficielles, fondations profondes, fondations, voilà, différents types de fondations et tout. Vous devez aussi ajouter des graphiques, c'est-à-dire des dessins. Déjà, les journaux des trucs de forage là, déjà, c'est des graphiques. Ou bien, donc, vous devez ajouter une carte, dessiner une carte de location du site, de localisation du site, pardon, où est situé le site, une vue en plan de l'emplacement de vos forages. C'est-à-dire, vous avez le plan du site, ok, mais les forages là sont situés où? Site, ok, pour montrer que vous avez fait un forage ici, là, là, juste dessiné pour montrer, voilà, où se situent les forages par rapport aux structures que vous avez et les structures, la structure que vous voulez construire et les structures à proximité. Ok? Vous devez bien sûr ajouter journaux de forage. On a déjà vu ça. Les résultats des tests au labo, vous devez faire des schémas pour ajouter ça. Par exemple, la courbe de compactage, par exemple, vous pouvez ajouter ce genre de graphiques là. Ou bien, voilà. Autre présentation graphique, toute autre présentation graphique qui peut être utile pour le projet, vous devez mettre. Donc, les rapports d'exploration là doivent être bien planifiés, documentés, parce que ça va aider à répondre aux questions et à résoudre les problèmes de fondation qui peuvent survenir plus tard lors de la conception et de la construction. Donc, on va arrêter là. C'est la fin du chapitre et la fin de cette vidéo, la fin du chapitre. Donc, prochainement, on va essayer d'attaquer un nouveau chapitre, et les fondations superficielles. OK? Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.